Japon fait-moi peur. Un podcast sur l'univers du Kaidan. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la suite et fin du Yume Onni. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur le dernier épisode. Je ne vais pas vous mentir, j'ai eu un gros moment de doute. C'est une histoire assez chargée avec beaucoup d'événements et de personnages et j'avais peur de vous perdre en cours de route. Mais au final, vu vos messages, vous avez l'air d'avoir bien accroché et ça me fait très plaisir. Alors, avant de reprendre, petit rappel des événements passés. Nous avons nos héros qui ont joué au Yume Onni et ça a viré au cauchemar. Eux est resté coincé dans le monde des rêves, elle ne s'est pas réveillée. Les autres découvrent que ce jeu n'en était pas vraiment un. C'était un ancien rituel avec plusieurs victimes et des adultes impliqués. Un truc bien plus sombre que ce qu'ils imaginaient. Épisode 58, troisième partie. Yume Onni, le démon des rêves. Un jeune homme, dans la vingtaine, entra à toute vitesse dans la pièce où nous étions. « Grand prêtre, elle est bien réveillée. Oh, ces enfants, ce sont eux qui ont fait le démon des rêves. » Le grand prêtre qui le regardait dit « Je vois. Donc elle s'est réveillée après toutes ces années. Oui, ce sont bien ces enfants. » Puis il se tourna vers nous. « Et vous, les enfants, voici celui qui a vaincu le démon des rêves avant vous. Lui ? C'est à cause de lui que tout a recommencé ?» Sans réfléchir, je bondis vers lui. Le grand prêtre cria « Arrête! Ça ne sert à rien de vous battre. Il ressent la même douleur que vous tous. » Il nous regarda durement. « Et vous avez aussi votre part de responsabilité. » Je me figeai. « Oui, c'est aussi notre faute. » Le jeune homme que je nommerai G murmura « Je suis vraiment désolé, à cause de moi. Mais comment avez-vous découvert le Yume Onni? Je croyais que tout était terminé. » Le grand prêtre répondit « À cause de ça. » Il lui montra le papier et la photo trouvée par D dans la bibliothèque. « Pourquoi ces papiers existent encore ?» s'exclama G. « Aucune idée. Nous allons à l'hôpital. Viens avec nous. » Sur ce, nous avons quitté la pièce. Nos parents attendaient à l'entrée du temple. Ma mère courut vers moi et m'enlaça, et elle éclata en sanglots. « Tu es vraiment un idiot. Sais-tu ce que tu as fait? On t'a toujours dit que le démon des rêves était dangereux. » Je me mis à pleurer. « Je suis désolée, maman, je ne savais pas que ça finirait comme ça. » Mon père en costume restait derrière elle. Il détourna les yeux. Il ne voulait pas que je voie ses larmes. À cet instant, j'avais presque oublié tout ce qu'on avait vécu la nuit dernière. Je ressentais juste un immense soulagement, mais très vite, cette chaleur disparut. Eux n'étaient pas là. Je regardais autour de moi. Tous les parents étaient venus. Tous, sauf ceux de eux. Il n'y avait que nous, les professeurs, le prêtre et ce vide. Tous les autres pleuraient aussi, serrés contre leurs parents. « Où est eux? Où est-elle passée ?» Ma mère répondit doucement, la voix brisée. Sa mère l'a ramenée chez elle, et elle me serra plus fort. Après elle, ce fut au tour de mon père de m'enlacer. Tous les trois, nous restâmes longtemps comme ça, sans un mot. Puis la voix du grand prêtre
brisa cet instant. Je comprends votre douleur, mais laissez-nous emmener ces enfants encore un moment. Après, ils vous reviendront sains et saufs. S'il vous plaît, attendez chez vous. Mon père demanda alors, méfiant en désignant G. « Prêtre, qui est cet homme ? Il est entré en courant lorsqu'on attendait. » Le grand prêtre répondit d'une voix grave. « Cet homme, c'est celui qui a vaincu le Oni avant vos enfants. » À ce moment-là, le visage de mon père s'assombrit, et il attrapa G par le col. « Toi, c'était toi. C'est ta faute et ses enfants. Et eux, Chan, tu sais ce que tu leur as fait ?» Le professeur intervint rapidement. « S'il vous plaît, arrêtez. Oui, il a sa part de responsabilité, mais vos enfants aussi. Et c'est moi qui n'ai pas su les protéger. » Alors mon père le relâcha et s'effondra sur place. C'était la première fois que je le voyais aussi bouleversé. Le grand prêtre prit la parole. « Je comprends votre colère, mais ce garçon aussi. Il a porté cette douleur pendant toutes ces années. Je vous demande simplement de le comprendre. » Mon père serra les poings. « Mais prêtre, je ne peux pas lui pardonner. » G s'agenouilla devant nous. « Je n'attends pas votre pardon. Ce n'est pas votre faute ni celle de vos enfants. C'est entièrement la mienne. Je suis vraiment désolé. » Je le regardais. Je ne pouvais pas lui pardonner. Mais moi non plus, je n'étais pas innocent. Mon père, la voix tremblante, répondit « Bien sûr que je ne te pardonne pas. Ne montre plus jamais ton visage devant nous. » Et en se tournant vers moi, « Ta mère et moi t'attendrons à la maison. » Un à un, les parents repartirent en silence, ainsi que les enseignants. Le grand prêtre nous rassembla. « Il est temps d'aller à l'hôpital, où vous rencontrerez la dernière victime du démon des rêves. Ce sera difficile, mais vous devez savoir. » Et il nous fit monter dans la voiture de G. Le grand prêtre était à l'avant. Nous autres, les 6 enfants, étions serrés à l'arrière du break. La voiture quitta le temple pour s'enfoncer dans la nuit. J'ai pris la parole en conduisant. « Les gars, je vais vous raconter mon histoire du démon des rêves. Je veux que vous écoutiez jusqu'au bout. » Il inspira profondément et commença. « J'ai joué à Yume Oni quand j'étais en 3e année de collège. À l'époque, les rumeurs sur le démon des rêves circulaient encore. On disait qu'un livre caché dans ce temple racontait la vérité. Nous étions 10. Pour marquer nos années de collège, on a décidé de tenter l'expérience. D'abord, un autre gars et moi sommes allés discrètement dans le temple. On a lu le livre en cachette, on a pris des notes, juste assez pour comprendre comment invoquer le démon. Il y avait déjà un démon, et si tu te faisais toucher, tu devenais toi-même un démon. C'était écrit noir sur blanc. On en a parlé comme d'un jeu de chat perché, un peu comme un test de courage idiot. Celui qui serait capturé deviendrait le Oni, et on avait prévu une punition pour le premier. On a choisi notre collège comme lieu de jeu. On a pris une photo pour fixer l'endroit, et 3 jours après notre expédition au temple, on a lancé le jeu. Au début, tout le monde était excité, mais nous n'avons pas pu tous rêver. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que cette personne avait un lien de sang fort. Il ajouta amer. On était 9 dans le rêve, mais le démon n'est pas apparu. Alors on a décidé de le chercher nous-mêmes. C'était censé être un jeu de chat après tout. Et on l'a trouvé. Le démon noir, celui que vous avez vu aussi. Mais au lieu de nous attaquer, il partait en courant. Peu importe à quel point on le poursuivait, le démon s'enfuyait toujours. Nous sommes restés silencieux. Je levai les yeux vers le grand prêtre, et ses yeux brillaient de larmes. J'ai continua. Finalement, on a fini par attraper le démon, mais il n'a jamais essayé de nous toucher. Alors l'un d'entre nous a forcé le contact. Il a dit que ce n'était plus drôle sinon. Dès qu'il l'a touché,
Il est devenu à son tour un homme noir. Il ne s'en est même pas rendu compte. Après ça, le premier démon a disparu. Et nous, on a paniqué. On a commencé à fuir. Un à un, on est devenus des démons noirs. Moi, j'étais le 4e. Je me suis réveillée 2 jours plus tard. 2 jours passés dans cette nuit éternelle, sans aucune notion du temps. Quand on s'est réveillé, nos parents nous ont emmenés au temple. Et là, comme vous aujourd'hui, on a entendu la vérité sur Yume-Oni. Ensuite, on nous a conduits devant le premier démon, la femme du grand prêtre. Elle dormait depuis presque 30 ans. Son corps si émacié, c'était insoutenable. Tous ses efforts avaient été vains. La tragédie avait recommencé et nous, peu importe combien on se repentira, on ne pourra jamais expier cela. J'ai éclaté en larmes. Le grand prêtre aussi pleurait. Puis d'une voix brisée, il murmura « Ma femme, elle ne pouvait plus parler. Mais quand ses enfants sont venus à l'hôpital, elle pleurait, comme pour s'excuser. C'était insupportable à voir. Elle avait choisi de devenir la dernière victime pour en finir avec cette malédiction. Et pourtant, nous avons encore sacrifié des enfants. Je suis tellement désolée. » La femme du grand prêtre avait voulu mettre fin à tout, quitte à porter seule ce fardeau jusqu'à sa mort. Mais nous avions fait de eux une autre victime. Qu'a-t-elle ressenti à fuir dans cette nuit sans fin? Elle voulait que tout s'arrête. Puis nous avons continué à rouler jusqu'à l'hôpital, dans un silence complet. Arrivé devant une chambre, je levai les yeux, le nom sur la porte. C'était celui inscrit au dos de la photo trouvée par D. Derrière cette porte se cachait le premier démon de notre partie de Yume-Oni. Dans la chambre, il y avait 2 femmes et un médecin. L'une d'elles, appelons-la H, était allongée dans le lit, incroyablement maigre, le regard vide, fixant un lointain invisible. C'était elle, l'avant-dernière victime. L'autre femme semblait être sa mère. Ses traits marqués par les années et par la tristesse. Je jetai un regard vers le grand prêtre, puis la gorge nouée, je demandai « C'est elle, n'est-ce pas ?» Ma fille s'est réveillée, je vous l'avais dit pourtant. Je vous ai dit qu'un jour elle se réveillerait. Et toi, en parlant de G, tu n'avais pas reçu l'ordre de ne plus jamais venir ici. Tu t'incrustes encore comme ça, sans prévenir. C'est à cause de toi que ma fille est devenue comme ça. Le prêtre et G ne savaient pas quoi répondre. Alors le médecin dit « Elle est restée endormie pendant tant d'années. Elle ne peut ni parler ni bouger. Son réveil soudain nous a tous surpris. » Le prêtre répliqua « Pardonnez-moi, mais pouvez-vous nous laisser seuls un instant? Il y a des choses importantes dont nous devons parler. » Le médecin s'en alla. Alors la mère de H demanda « Au fait, maître, qui sont ces enfants ?»« Ce sont eux, ce sont ces enfants qui ont de nouveau invoqué le Yume-Oni, et c'est à cause de cela que votre fille s'est réveillée. » Sur ces mots, il nous plaça face à la mère de H. Je vois. Puis elle s'approcha de nous et nous caressa la tête, un par un. C'est vous, vous qui avez sauvé ma fille. Merci, merci du fond du cœur. Merci? Elle nous remercie? Mais pourquoi? On n'a pas le droit d'être remercié. Et pourtant, cette femme nous dit merci. Merci d'avoir sauvé sa fille. Et elle dit qu'elle savait qu'un jour sa fille se réveillerait. Comme si elle l'avait toujours su. J'ai une question à vous poser. À propos de tout ce qui vient de se passer, intervint le prêtre. Il sortit la photo et le papier que D avait trouvé et les montra à la femme.
Cette photo est celle de votre fille H. Vous avez dit que c'était tout ce qui lui restait, et vous êtes parti avec. Mais cette photo, ce sont ses enfants qui l'ont retrouvée. Et ce papier-là, il parle du Yumeoni. Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous la vérité. Après un moment de silence, elle se dirigea vers le lit de sa fille, posa la main sur sa tête, et elle se mit à parler. Voici sa confession. Je voulais que ma fille se réveille, coûte que coûte. Elle n'était qu'au collège. Je ne pouvais pas accepter qu'elle reste endormie toute sa vie. Mais personne ne voulait plus rien faire pour elle. Plus personne n'osait invoquer le Yumeoni, et moi non plus, je ne pouvais pas. Alors j'ai pensé qu'il fallait que quelqu'un d'autre le fasse. Et c'est là que j'ai glissé la photo et ce papier dans un livre de la bibliothèque. Ce papier vient du journal intime de ma fille. Elle y avait noté tout ce qu'elle savait sur le Yumeoni, mais aucun adulte ne voulait le refaire. Alors je les ai glissés dans un livre destiné aux enfants, pour que ce soit un enfant qui tombe dessus. Mais ce n'était pas facile. Si je le mettais dans un livre trop populaire, les bibliothécaires allaient le remarquer. Alors je les ai mis dans un vieux livre que personne ne lit. J'ai continué à les vérifier encore et encore. Mais la photo et le papier y étaient toujours. Alors je les changeais de livre plusieurs fois. J'attendais que quelqu'un les trouve enfin. Et un jour, le livre n'était plus là. Je me suis dit, peut-être que cette fois, peut-être que quelqu'un allait faire le Yumeoni et que ma fille se réveillerait enfin. Et aujourd'hui, elle s'est réveillée. Je sais, j'ai sûrement fait quelque chose de mal, mais c'est eux, ces enfants, qui ont fait le Yumeoni. Moi, j'ai seulement glissé une photo et un papier dans un livre. Je ne leur ai jamais dit de faire ce rituel. Et c'est grâce à eux que ma fille est revenue à elle. Merci, vraiment. Merci à vous tous. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Ces petits-enfants ont été impliqués dans quelque chose d'horrible, s'exclama le prêtre. Je m'en fiche, je voulais juste sauver ma fille, c'est tout. Et puis, à la base, c'est de la faute de votre femme. Si vous l'aviez tuée plus tôt, tout ça ne serait jamais arrivé. Et toi, G, c'est ta faute aussi. À vous tous, ma fille n'a rien fait de mal. Alors ce n'est pas elle qui aurait dû être sacrifiée. Ce que j'ai fait, c'était la seule chose à faire. C'était juste. Le prêtre, silencieux un long moment, finit par répondre d'un air très triste. Oui, vous avez peut-être raison. Peut-être que personne n'est vraiment en tort. Peut-être que c'est moi le vrai fautif. Madame, vous n'aurez plus jamais à me revoir. Sur ces mots, nous avons quitté la chambre d'hôpital. À ce moment-là, nous étions complètement perdus. On a simplement suivi ce que disait le prêtre sans réfléchir. Puis G nous a ramenés chez nous en voiture. En chemin, il nous a dit « La mère de H a perdu son mari l'an dernier. On ne connaît pas les détails, mais c'était certainement un suicide. Sa fille ne se réveillait plus. Pour un parent, c'est une douleur difficile à supporter. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à dire au prêtre « Ma fille va se réveiller ». Jamais je n'aurais pensé qu'elle ferait une chose pareille. Je croyais simplement qu'elle avait perdu la tête. Son mari était mort et sa fille ne se réveillait pas. Elle n'avait plus personne. Avant ça, elle était vraiment gentille. Mais être seule, c'est ce qui l'a poussée à faire ça, je pense. Et c'est nous qui l'avons poussée jusque-là. Vous n'avez rien fait de mal. Mais ce que vous allez traverser à partir de maintenant va être dur. Moi aussi, j'y suis passée. Vous ne devez jamais fuir. Comme le prêtre, portez ce fardeau jusqu'au bout et vivez. Certains parmi nous n'ont pas supporté cette douleur et se sont suicidés. Mais peu importe à quel point c'est dur, ne mourrez jamais. Vivre est la seule forme de rédemption possible. Ce sont là les paroles que le prêtre m'a dites un jour. Et, encore une fois, je suis vraiment désolée. Voilà tout ce qu'il nous dit. Le grand prêtre, lui, ne parla plus.
Peut-être qu'il regrettait de ne pas avoir vu venir ce que ferait la mère de H. Peut-être aussi qu'il était blessé d'avoir vu sa femme accusée. Et sûrement aussi par la douleur d'avoir vu une autre victime, encore. Mais à ce moment-là, on ne comprenait pas encore le poids de ses paroles. Quand je suis rentrée chez moi, mes parents m'attendaient à l'entrée. Ils m'ont immédiatement serré dans leurs bras, puis une fois à l'intérieur, je leur ai tout raconté. Et ma mère m'a dit une chose inattendue. Je sais que ce que je vais dire est mal, mais je suis soulagée que ce ne soit pas toi la victime. Je suis désolée pour Chan, vraiment, mais pour moi, c'est toi qui compte le plus. Et tu sais, je comprends ce qu'a ressenti la mère de l'ancienne victime. Moi aussi, si j'avais été à sa place, peut-être que j'aurais fait la même chose. Tu sais, quand on est parent, on pense plus à son enfant qu'à soi-même. Toi aussi, un jour tu comprendras. Elle m'a dit ça en pleurant et m'a serré à nouveau dans ses bras. Est-ce qu'on peut justifier tout ce qu'on fait pour son enfant? Est-ce que ça rend le geste de la mère de H excusable? Alors tout ça ne s'arrêtera jamais, non? Les jours qui suivirent ont été terribles. Je n'arrivais pas à me sortir eux de la tête. Chaque nuit je faisais ce cauchemar. Je revoyais son visage effrayé, tremblant devant moi. Et à chaque fois je regrettais, je pleurais, je pensais sans cesse à tout ce qu'on ne pourrait plus jamais réparer. Et c'était terrifiant. J'ai commencé à manquer l'école. Le professeur venait souvent chez moi pour prendre de mes nouvelles. Je comprends ta douleur, mais celle qui souffre le plus, c'est Chan. Alors toi, tu dois avancer, tu dois vivre pour elle. Ces mots-là, à ce moment précis, m'ont un peu soulagé. J'ai voulu fuir cette réalité tant de fois, mais à chaque fois je repensais aux paroles de G. Vivre, c'est le seul moyen de réparer. C'est vrai, ce que eux a vécu était bien pire que tout ce qu'on pouvait ressentir. Elle était seule, dans cette obscurité, alors que nous, on pouvait encore vivre. C'est ça qui m'a poussé à continuer. On avait le droit de la voir qu'une seule fois par an, le jour de son anniversaire. C'était la seule exception. Eux voulaient devenir enseignante. Elle voulait être une maîtresse gentille. Elle avait perdu son père toute petite. Elle vivait seule avec sa mère et c'est nous qui avons laissé cette mère complètement seule. Ça aussi, ça ne changera jamais. Nous avons détruit cette famille, nous avons été la cause de leur malheur. Et moi, j'ai eu 20 ans. Mais eux, elle ne s'était toujours pas réveillée. Et alors qu'elle s'apprêtait à fêter, elle aussi ses 20 ans, l'incident est arrivé. Le 15 novembre 2009, est parti. Elle est décédée. Officiellement, elle a été tuée, étranglée par sa propre mère. Cette affaire n'a jamais été rendue publique à cause de l'histoire du Yume Oni. Sa mère souffrait d'une maladie grave, et peut-être que le choc de savoir que sa fille ne se réveillerait jamais y était aussi pour quelque chose. C'est sa mère qui couvrait tous les frais médicaux. Parents de notre groupe, se sentant responsables, lui versaient aussi chaque mois une petite somme. Sa mère travaillait tous les jours tout en veillant sur eux. Tout le monde voulait que l'histoire de Yume Oni prenne fin au plus vite. C'est pourquoi les gens du quartier n'ont jamais rien donné pour aider eux. Car une fois morte, tout serait fini. Et beaucoup espéraient en silence qu'elle meure vite. Depuis l'affaire précédente, la mère de avait été surveillée de très près. Si je meurs, plus personne ne s'occupera de eux. Elle sera vraiment seule, abandonnée de tous. Elle finira par mourir, oubliée. Alors je vais la tuer et je partirai avec elle. Je veux la libérer de ce cauchemar. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, qu'elle meure. Je ne veux plus qu'elle souffre. Pardonne-moi. Et dans l'au-delà, vis enfin en souriant. C'est ce qui a été écrit dans la lettre qu'elle avait laissée. Personne n'avait remarqué à quel point elle était à bout. Presque personne n'était au courant que était une victime du Yume Oni. C'était pour empêcher qu'on la tue et aussi pour nous protéger, nous. C'était pareil pour H. D'après G, H a déménagé très loin. Aujourd'hui, elle vit dans un endroit où l'air est pur avec sa mère. Quant au prêtre, il est mort 5 ans après. Chaque année, à la période de l'Obon, nous allons sur sa tombe. Il repose aux côtés de son épouse.
Peut-être qu'ils discutent à nouveau là-haut tous les deux. Nous 6, nous avons assisté aux funérailles de E. Elle était allongée aux côtés de sa mère. Quand j'ai vu son visage, elle avait l'air de dormir. Mais pendant la cérémonie, certains ont osé dire « Enfin, elle est morte. Cette fois, c'est vraiment fini. » Après l'enterrement, nous sommes allés dans un restaurant familial tard dans la nuit. Et nous avons parlé. On s'est demandé ce qu'il adviendrait de eux si personne ne racontait jamais son histoire. Quand nous serons morts, plus personne ne se souviendra d'elle. C'est ce jour-là que j'ai pris ma décision. J'allais écrire l'histoire du Yume Onni sur ce site. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de E. Elle aurait eu 20 ans. Je voulais terminer ce texte aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de raison précise. C'était comme une évidence. Je voulais juste lui dire « Joyeux anniversaire ». Quelques jours plus tard après ce témoignage sur 2chan, notre anonyme laissa un autre post. Le voici. À tous ceux qui m'ont lu jusqu'au bout, merci du fond du cœur. En écrivant ce récit, j'ai revécu chaque souvenir. Et à plusieurs reprises, la douleur était si forte que j'ai failli abandonner. Mais je voulais que vous connaissiez eux, ne serait-ce qu'un peu. C'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'au bout. Tout ce que j'ai écrit est vrai. Le temple existe, et le rocher aussi. Tout ce que j'ai vécu, je vous l'ai livré tel quel. C'est la première fois que j'écris un texte aussi long. Il est possible qu'il y ait des erreurs ou que certaines parties soient confuses. C'est aussi la première fois que je publie quelque chose sur un site comme celui-ci. Alors j'ai sûrement fait des maladresses. Et comme je voulais tout raconter en détail, le texte est devenu très long. Je m'en excuse. Il y a une dernière chose que je dois vous dire. Une chose que je dois avouer. C'est à propos de la méthode pour invoquer le Yume Onni. Peut-être que certains l'ont remarqué. La formule que j'ai donnée n'est pas la vraie. En réalité, on ne dit pas Yume Onni-san. Ce n'est qu'un surnom. La vraie incantation consiste à prononcer le nom du démon scellé sous le rocher. Et Onifuji n'est pas son vrai nom non plus. Alors pourquoi avoir menti? Parce que je ne veux pas que vous essayiez. Je me suis dit que des gens poussés par la curiosité pourraient tenter l'expérience. Et je ne veux pas que ça recommence. Aujourd'hui, le démon n'est plus là. Mais si quelqu'un tentait encore le Yume Onni, peut-être qu'il ne se réveillerait jamais. Ou peut-être que rien ne se passerait, je ne sais pas. Je voulais juste parler de eux. Je voulais que vous sachiez, ne serait-ce qu'un peu, qui elle était. C'est pour ça que j'ai volontairement écrit une fausse méthode. Et moi, aujourd'hui encore, je fais ce cauchemar. Oshimai. Voilà, Yume Onni, c'est terminé. Vous connaissez maintenant le fin mot de l'histoire. Eux ne sera jamais sauvé, et les autres vivront avec ce sacrifice jusqu'à la fin de leur jour. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie? Franchement, je ne sais pas, mais elle m'a immédiatement rappelé un animé que j'ai vu il y a des années. Corpse Party Tortured Souls. Désolé pour, pour mon anglais, ma prononciation n'est pas au top du top, mais on va faire avec. Donc en français, ça veut dire fête comme une fête de cadavres, âme torturée. En fait, c'est une série sortie en 2013 adaptée d'un jeu vidéo d'horreur culte au Japon, Corpse Party. Et je ne suis pas la seule à y avoir pensé, puisqu'un auditeur l'a aussi mentionné en commentaire sous la première partie de l'histoire. On y retrouve la même ambiance, un jeu dangereux, un groupe d'élèves, une malédiction, mais en vérité la comparaison s'arrête là. Corpse Party, c'est de l'horreur pure. De l'horreur bien gore. Tellement gore que l'animé a été banni dans des pays comme la Chine ou la Russie en raison de certaines scènes qui pourraient influencer négativement les jeunes. Je ne vous en dis pas plus, mais sachez que même des années plus tard, j'ai encore clairement en tête certaines scènes de cet animé. Bon, revenons à Yume Onni.
Ce qui m'a frappé, c'est à quel point cette histoire aborde des choses qu'on vit tous à un moment ou à un autre. La pression sociale, la peur de dire non, l'envie d'être accepté. Certains enfants n'étaient pas vraiment partants pour ce jeu, mais ils ont suivi, par peur de vexer un ami ou de casser une amitié. Ça montre aussi à quel point la communication est essentielle. Interdire quelque chose sans expliquer, c'est juste semer de la curiosité. Et dans ce groupe-là, les enfants n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Eux, elle est restée seule, dans le noir, des années entières, sans comprendre ce qui se passait, sans savoir pourquoi elle était là, pourquoi personne ne venait la chercher. C'est atroce. Et puis il y a les mères. L'une a sacrifié un autre enfant pour sauver le sien, et une autre a préféré mettre fin au jour de sa propre fille comme un dernier geste d'amour. Elle savait qu'après elle, eux seraient complètement seuls, avec personne autour, sauf des gens qui attendaient sa disparition pour tourner la page. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un petit like, un commentaire ou un partage, ça m'aide énormément. L'algorithme ne fait pas trop d'efforts pour ce genre de contenu, alors chaque coup de pouce compte. Vraiment. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.